Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que nous avons créé en 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que nous et d'éviter de perdre du temps. De manière plus personnelle, nous avons chacun nos propres sites. Pour Fabrice, c'est musculation-alter.fr sur lequel vous pouvez retrouver des articles sur l'entraînement à domicile ainsi que son livre du même nom. Pour moi-même, c'est sur rudicoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, de véritables suivis, mais également des formations en fonction de votre morpho-anatomie, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation superphysique sur méthodesp.rudicoya.com pour les plus passionnés d'entre vous. Enfin, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer votre santé et dont une bonne partie est bio, et notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance. Enfin, vous êtes les bienvenus au Superphysique Gym et à la Villa Superphysique à proximité d'Annecy, mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Allez, c'est parti. Salut Fabrice, comment ça va aujourd'hui ? Salut Rudy, écoute, je suis un tamalou. Ah merde, t'es niveau... toujours pas à 100%. Non, je suis toujours un tamalou physiquement. Là, j'essaie de plus être un tamalou psychologiquement. Des fois, j'ai eu quelques réussites où le matin, j'étais impatient de me lever et tout ça et d'aller faire mon petit full body ballon et tout. Mais c'est quand même pas tous les jours parce qu'il y a souvent des douleurs qui viennent me rappeler que je suis un tamalou. Mais ouais, j'essaye de dissocier l'aspect physique de l'aspect psychologique. En gros, c'est de dire tu n'es pas tes douleurs. Tu vois l'idée, mais c'est pas si facile que ça. Ouais. Bah, j'ai vu que tu avais fait un topic sur le forum sur la Swiss Ball, là, que tu étais reparti dans tes travers en étant à fond sur la Swiss Ball. Non, ça va. Bah, la Swiss Ball, tu peux pas être à fond, mais cela dit, on en parlera un petit peu. On en parlera après. Je pourrais donner les avantages et les inconvénients de la Swiss Ball, en tout cas par rapport à la pratique que j'ai depuis, je sais pas, peut-être 2 mois maintenant. Ça fait pas non plus 10 ans que j'en fais, mais ça donnera une idée pour les gens. Mais sinon, là, je peux parler des actualités que j'ai vues cette semaine, si tu veux, mon cher Allez, Rudy. je suis prêt. Faisons l'actualité, le TF1, le journal de 20 heures. Alors, j'ai vu qu'il y avait un petit reportage de 15 minutes qui s'appelait Musculation, la nouvelle passion des ados. Et donc, je te lis le synopsis. Donc, c'est écrit « Influenceurs sportifs, affluence dans les salles de sport, vente massive de protéines ». Tu vois, on est sur le bon secteur, Rudy, avec nos protéines végétales. La musculation en France fait fureur avec plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires généré. Alors ça, ils aiment bien toujours donner des chiffres d'affaires qu'on ne sait pas de quoi, de qui ça correspond, mais ils aiment bien faire ça. Et donc, ça te dit que le secteur attire toujours plus de monde depuis une dizaine d'années. Donc, c'est un peu des conversations qu'on avait déjà eues plusieurs fois en podcast. C'est qu'on a vraiment l'impression que la muscu explose avec le nombre de salles qui ouvrent, les Basic Fit, et en même temps que YouTube et les films d'action. C'est devenu une pratique courante chez les jeunes et certains en deviennent accros. Bah oui, parce que c'est toujours ça dans les reportages. Il faut faire peur, Rudy, tu vois. Ils deviennent accros. Ces jeunes sont prêts à tout pour prendre du muscle de façon disproportionnés au risque de fermer les yeux sur les dangers pour leur santé. Mais qui sont-ils en quête? Bon, j'ai évidemment pas vu le reportage, mais je trouvais intéressant de voir qu'on en était arrivé à un point tel que maintenant il y avait carrément un reportage sur le phénomène. Et donc c'est pour rappeler qu'effectivement la muscu qui était pratiquée par des marginaux comme nous il y a 20 ans, ça a vraiment complètement changé de dimension et maintenant c'est devenu vraiment une activité à la mode chez les jeunes. Tu peux le voir qu'il y a les jeunes démarrent de plus en plus tôt. On le voit, moi je le vois beaucoup en force athlétique. On en parle souvent avec Clément quand on fait notre épisode. En fait, t'as des gamins de 18 ans qui font de la musculation depuis 4-5 ans, qui ont déjà des super niveaux. C'est sûr qu'à l'époque, moi en 2005, quand j'ai fait championnat de France de force, pour dire, il y avait pratiquement personne. On devait être, si on était 10 juniors au total, toutes catégories confondues, c'était incroyable. Je sais même pas si on était 10, quoi. Maintenant, ils sont 20 ou 30 par catégorie en moins de 18 ans, quoi. Donc, ouais. Mais c'est parce qu'avant la musculation arrêtait la croissance aussi, Rudy, alors que plus maintenant. Là, il y a toujours ces trucs-là. Il y a toujours. Ouais, il y a toujours un peu. Non, mais c'est sûr que c'est, comme je dis souvent, c'est le nouveau bistrot du coin. Tout le monde va à la salle de sport, jeune, moins jeune, plus vieux.
parce que il y en a partout. Ça pullule partout. C'est devenu accessible. Oui, non, mais là, c'est pas ça. Là, alors, je te coupe, Rudy, parce que sinon, tu vas retomber dans les travers. On va retomber dans quelque chose que tu as déjà dit 200 fois. Et là, on parle de jeunes, en fait, qui sont impliqués dedans, comme les gens que tu viens de citer, qui sont impliqués dans le powerlifting. Voilà. Donc, il y a plus de jeunes qu'avant qui s'y mettent, y compris avec une pratique, on va dire, intensive ou pour avoir des objectifs. Donc, c'est différent du truc du bistrot du coin, comme tu dis, où effectivement, maintenant on voit des pubs Basic Fit, voilà, sur YouTube. Si tu regardes quelque chose sur YouTube, des fois tu as des pubs Basic Fit et où tu vois une femme un petit peu enveloppée, une black en train de faire du squat et puis qui après qui encourage son copain gringalet aussi à faire du squat. Et donc on voit qu'ils ils élargissent pour montrer que il y a tout public chez Basic Fit et que c'est pour tout le monde, senior, plus jeune, enrobé, pas enrobé, femme, homme, noir, blanc, caucasien, etc. Enrobé, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire gros ou pas gros? C'est quoi enrobé? C'est le costaud de notre génération? Ouais, c'est vrai. C'est quoi enrobé? Tu m'interroges, effectivement, qu'est-ce que je mets derrière la définition de enrobé? Enrobé, je mettrais peut-être, c'est peut-être en dessous de surpoids, mais je sais pas trop. Voilà, c'est obèse, quoi. mais non. Petite obèse enrobée. Non, c'est pas vrai. Allez, hop, donc, deuxième sujet. Et donc ça, c'est marrant, il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé un mail là-dessus, il y a eu une étude qui a montré que la taurine, donc la taurine, c'est un acide aminé non essentiel, si ma mémoire est bonne, Rudy. Oui, non essentiel, effectivement. Voilà. Et d'ailleurs, il y en a dans notre super glucides, toujours si ma mémoire est bonne. Et voilà, et on a montré que chez les souris, quand on leur donnait de la taurine, eh ben elles vivaient un peu plus longtemps. Et donc peut-être extrapolation, voilà, chez les êtres humains qui prennent beaucoup de taurine, eh ben ils vivront peut-être plus longtemps, mais il faut faire une étude pour cela. Et donc Rudy, je ne sais pas si tu veux t'y coller ou quoi, mais en tout cas, il y a peut-être quelque chose à faire avec la taurine. Ouais, non, mais c'est comme beaucoup de trucs. En fait, ce qui est chiant, c'est qu'à chaque fois, on prend des trucs qu'il y a sur les souris, sur les rats ou sur les animaux et on extrapole pour les humains, sauf que on n'est pas des souris ni des rats. Et de ce que je peux remarquer, de ce que je peux voir au fur et à mesure que les années passent, c'est que quand on fait sur les humains, on se rend compte que ça fonctionne pas du tout pareil et que les effets sont pas les mêmes. Après, prolonger la durée de vie, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est prolonger la durée de vie rajouter de la vie aux années ou c'est juste prolonger la vie pour te faire chier la bite le moins de capacité possible, voilà. Et ça veut dire quoi prolonger la vie? Ça veut pas dire grand chose. Et prolonger la vie, c'est combien de temps? C'est quoi? Voilà, c'est. Ouais, bah après c'était peut-être écrit dans l'article en question. Voilà, c'était juste pour dire qu'il y avait eu ce sujet-là. Mais effectivement, comme toi, j'ai déjà vu des tas de fois. C'est pour ça qu'à la fin je relève plus des articles qui disent on a découvert que tel ou tel ingrédient avait tel ou tel bénéfice, puis au final c'était chez les souris. Et puis quelques années plus tard, en fait, ça, il y a pas de. Ouais, l'article est oublié, puis plus personne en parle parce que ça n'a pas été reproduit chez l'homme. Et donc finalement, c'était juste un genre de titre putaclic, si on peut dire. Ouais, et puis il y a tellement de trucs qui aident entre guillemets à vivre plus longtemps. Bon, à la fin, tu prends tellement. À la fin, tu peux faire une liste de 200 suppléments qui t'aident à. Ça. Alors bien qu'on propose des compléments avec Superphysique, on veut quand même pas pousser à la consommation extrême. Parfois, j'ai des gens comme ça qui me contactent pour être coachés et je vois leur liste de compléments, mais je dis mais combien ils dépensent par mois? Et des fois, il y en a ils dépensent 300, 400 balles. Je dis non, mais je dis là, ça sert à rien. Je dis il est mieux de vous entraîner plus ou de manger plus sainement. Ouais, bah déjà, même nous qui prenons des compléments alimentaires qu'on juge indispensables, mais voilà, où on estime que le bénéfice-risque est quand même assez bon. C'est vrai qu'assez rapidement, ça fait beaucoup de pilules. Et même moi, ça me gêne un peu. Tu vois, tu prends ton multivitamine, donc ça te fait déjà 2 pilules. Tu prends tes oméga 3, donc selon la dose que tu prends, tu peux avoir 2, 3 ou 4 pilules. Donc t'en es déjà éventuellement à 6. Après, si tu prends un peu de super articulation 40+, d'ailleurs, on va en parler après, ça t'en rajoute encore 3 dans la journée. Donc, c'est vrai qu'à la fin, c'est beaucoup de pilules et on parle que des suppléments qui ont, selon nous, un bon bénéfice-risque. Mais si tu descends un petit peu puis tu te dis, après tout, ça mange pas de pain, je continue à en prendre d'autres, t'arrives vite à 20 pilules. C'est vrai. Bien sûr. Moi, je suis à plus de 20 pilules par jour avec le complément Superphysique. Hein. Ma foi. Je peux te le dire. Hein. Voilà. Je sais pas si t'es un exemple ou pas, Rudy, mais c'est vrai que sur ce truc-là, si on se dit, on prend tant que ça mange pas de pain. Bon, ça coûte un peu d'argent, mais tant que ça mange pas de pain, on prend. C'est vrai que tu n'en finis pas. Alors, autre petite phrase que toi tu avais vue aussi, Rudy, c'était la phrase 813 millions de personnes souffrent d'obésité dans le monde. Et on est combien de personnes d'ailleurs, Rudy? Parce que ça a changé depuis qu'on est. On est 6 ou 7 milliards, non?
pas, tu vois qu'on est 8 vérifié, mais oui, je crois qu'on est plutôt à 8. Je crois que 6, c'était quand on a fait nos études, voire c'était peut-être 5 même quand ma femme a fait ses études. Mais là, je crois que c'est 8. Mais comme ça change régulièrement, et peut-être que je me gourre. Et donc, elles seront 1,5 milliard en 2035. Et donc là, on parle des obèses. Et en plus, obèses, nous, de notre point de vue, quand ils disent 813 milliards, en fait, il y en a déjà plus du double. Parce qu'ils comptent que surpoids, c'est pas obèse. Mais pour nous, c'est déjà bien obèse, quoi. Ouais, mais c'est un truc de ouf tout ça. Mais bon, comme rien n'est vraiment fait pour empêcher les gens de devenir obèses et qu'on laisse encore l'industrie agroalimentaire produire des aliments tout pourris, eh bien, ça changera pas. Voilà pour ces sujets-là. Alors, Rudy, sinon, est-ce que tu veux écouter ma théorie sur le système médical français que j'ai appelé passe la patate à ton voisin? Ah, c'est pas une patate chaude, c'est juste la patate. Ouais, c'est donc, est-ce que c'est une patate douce ou une pomme de terre déjà pour commencer? Ah ben ça dépend. Si c'est moi, je pense qu'on peut, parce que c'est moi la patate en fait, ou ceux qui nous écoutent, s'ils sont passés par là, je vais dire que je suis une patate douce, tu vois, comme ça, je suis un mélange de carottes et de patates. Bon, alors, on découvre sur cette nouvelle théorie. Ouais, on va voir. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas, ça la vision que j'ai maintenant. Donc après des semaines ou des mois un petit peu d'errance médicale avec tous les problèmes que j'ai eus, j'ai fini par comprendre un peu comment marchait le système, malheureusement. Et j'appelle ça les rendez-vous 20 minutes. Et alors, si vous êtes passé par là... Mais attends, mais c'est du speed dating, ton truc. Oui, c'est speed dating et encore 20 minutes, des fois, c'est moins que ça. Sauf que là, tu payes. En gros, chaque fois que vous allez chez le médecin, soit votre médecin traitant ou éventuellement un médecin du sport ou voilà, ou même des fois les kinés, ça dépend. Mais en général, vous avez droit à 20 minutes. Et du coup, il faut qu'en 20 minutes, vous soyez expédié et après, on passe la patate chaude au voisin. Alors, par exemple, si vous avez une douleur quelconque et que vous allez voir le médecin traitant, il doit vous expédier en 20 minutes. Et encore, ça, c'est ceux qui sont plutôt longs. Hein. Ça se trouve, il est plutôt à 10 ou 15. Et en gros, vous allez ressortir. Donc, soit il vous file des antidouleurs après avoir fait des tests extrêmement réduits, soit c'est passe la patate chaude à ton voisin, donc là il peut vous prescrire une radio, une IRM ou un truc comme ça, puis il se débarrasse de vous voilà, comme ça un petit peu. Voilà, il est un petit peu tranquille. Sinon, il peut y avoir un passe la patate à ton voisin, le kiné, qui est assez commode. Du coup, il te file des antidouleurs, puis il dit allez, je vous prescris du kiné, hop, puis il passe la patate à la voisin. Il encaisse son truc et l'affaire est réglée. Mais c'est une patate dépensière. Ouais, c'est passe la patate chaude. Alors lui, il a pas passé longtemps sur ton cas. Hein, il a fait des tests très minimes, mais en gros, ça finit comme ça. Alors après, si tu vas faire ta radio, donc si c'est une radio ou une IRM, tu peux poireauter un temps certain. Ça dépend si tu es dans un désert médical ou pas. Si c'est une IRM, tu peux en avoir pour 6 semaines. Donc tu as 6 semaines où le problème que tu as peut peut-être empirer. Et donc, tu fais ton IRM. Après, il faut reprendre un rendez-vous chez le médecin pour analyser l'IRM. Parce que quand tu fais l'IRM, souvent, tu ne vois pas le radiologue, je crois. Oui, c'est le radiologue. Il ne t'aide pas à décrypter le truc. Tu finis juste avec une phrase abscon qu'on t'a envoyée par mail. En fait, tu ne vois même plus le radiologue. Et donc, c'est du coup le médecin qui va te traduire l'IRM ou la radiographie. Parce que tu n'as plus le contact avec l'expert. Et là, selon ce qu'il trouve, donc si tu étais dans la phase radio, il peut passer à la patate à ton voisin. Donc là, ça peut être une IRM, t'es reparti. Ou alors si tu étais déjà dans la phase IRM, là, c'est assez rare d'aller encore plus haut que l'IRM. Ça peut être l'EMG. Hein, genre, tu veux nous raconter ton EMG? Ouais, mais je raconterai après. Ou alors, sinon, on raie dans la phase passe la patate à ton voisin au kiné. Voilà, puis te balance chez le kiné. Ça ferait une chanson, ça, passe la patate à ton voisin. Mais en gros, j'ai remarqué que c'était souvent comme ça. Et alors, chaque fois que tu vas maintenant dans les trucs pour faire des radios ou pour faire des IRM ou n'importe où, t'as des bornes. C'est-à-dire qu'en fait, tu prends ton ticket. Ouais, non, même pas. Non, ça, le ticket, c'était avant. Ça, c'était quand t'allais un peu comme chez le boucher, tu tirais ton petit ticket, puis t'étais le numéro 303 colonne B, et puis t'allais au guichet B quand c'était ton numéro. Ça, c'était avant, mon petit. C'est plus comme ça. Ou des fois, c'est comme ça. Mais il y a une phase préalable qui est la phase de l'écran.
Donc, tu as une borne et là, tu as des petites cases où on te dit « J'ai déjà rendez-vous, je veux prendre rendez-vous. » Je suis nouveau patient. Voilà, je suis nouveau patient, etc. Et donc là, tu dois rentrer ta carte vitale, scanner ton ordonnance et tout le bordel. Et en gros, on nous dit la digitalisation a amélioré la productivité. Mon œil, en fait, ça nous transforme tous en secrétaires maintenant. On est toujours en train de rentrer nos coordonnées. On fait les trucs par Internet, il faut rentrer ses coordonnées. Même là, t'arrives, t'as une borne, faut rentrer. Donc tu vas à ton IRM, tu rentres, tu vas toujours rentrer. Les personnes âgées y arrivent pas, elles galèrent, il y en a plein qui comprennent pas. Donc tu les aides, ou éventuellement s'il y a une secrétaire qui est disponible, elle vient aider. Tu sais, c'est un peu comme les magasins où il y a plus de caissière et puis du coup tu te démerdes tout seul, mais de temps en temps il y en a un qui peut t'aider si tu n'y arrives pas. Et donc évidemment, t'imagines bien que pour faire des IRM ou des radios ou des trucs comme ça, il y a beaucoup de personnes âgées, et elles comprennent rien à ce truc-là, c'est le bordel à chaque fois. Tout le monde est énervé et déjà ça commence déjà bien le truc. Mais tu as des bornes partout. Et alors, plus drôle, c'est que des fois, tu as déjà tout rentré les infos en plus en prenant ton rendez-vous par Internet, mais tu recommences encore devant la borne et il n'est pas exclu qu'à la fin, au moment de payer, on te redemande encore les infos que tu avais saisies parce qu'au final, c'était pas bien connecté avec le système. Mais bon, tu as des bornes partout maintenant. Ça, c'est le truc aussi qui est énervant. Et alors, une fois que tu as fait, tout est passe à ton voisin. Tu as le même truc aussi avec le médecin du sport. Mais le médecin du sport, normalement, te consacre un petit peu plus de temps que le médecin traitant. Forcément, c'est beaucoup plus cher. Et donc, normalement, lui, il va pas faire un passe au voisin trop vite. Et là, je concède que mon médecin du sport, plusieurs fois, il m'a pris pendant 45 minutes au lieu de 20 minutes. Donc là, c'est pas un vrai passe à ton voisin. Là, je reconnais. Mais cet après-midi, donc j'ai eu un rendez-vous électromyogramme. Donc c'est un peu comme l'IRM, faut galérer pour l'avoir. Vous faites la technique Doctolib que j'ai déjà indiquée. Faut prendre 4 rendez-vous en même temps, dire que vous êtes prêt à sauter sur la moindre annulation et qu'un peu de chance, vous arrivez à avoir des délais raisonnables qui vous êtes prêt à payer beaucoup plus. Non, ça change rien de payer plus. Ah merde. Il y a pas de... ouais. Et avec un peu de chance, votre problème a pas trop empiré au moment où vous avez le truc de l'EMG. Et donc là, j'ai fait mon rendez-vous EMG. Donc effectivement, c'était un rendez-vous 20 minutes. Et là, c'était même moins que 20 minutes parce que le type était en retard. Il m'a fait une EMG de la jambe droite pour tous les problèmes que j'ai à la jambe droite. Et à la fin, il me dit qu'en fait, il y a un problème au niveau du nerf, machin chose. Et que de toute façon, tout sera envoyé à mon médecin. Hop, puis ça s'arrête là. Et là, donc, j'essaie d'avoir des infos quand même. Puis je dis, ben oui, mais le problème que j'ai au nerf, c'est quoi? Est-ce que ça explique la douleur derrière le genou, tout ça? Il me dit, ah non, a priori, la douleur derrière le genou, ça s'explique pas comme ça. Ok. Et il me dit, mais par contre, si j'étais vous, je vois que vous êtes sportif. Donc, j'étais allé en débardeur. Je vois que vous êtes sportif. J'ai quelques petits restes avec mon entraînement ballon suisse. Et il me dit, je serais vous, je prendrais du repos. Et je dis, bah comment ça, du repos? Tout le monde a dit que après une hernie discale et tout ça, au contraire, fallait mobiliser la colonne vertébrale dans tous les sens une fois que le délai de convalescence est passé pour regagner de la mobilité et éviter qu'on se raidisse. Il dit, oui, mais je sais, les neurologues ne sont pas écoutés, mais moi, à votre place, je me mettrais au repos et surtout, j'arrêterais de tous les exercices pour la colonne vertébrale. Mais quel physique avait ce type? Là, il était bien sous tout rapport, tu vois, le docteur un petit peu âgé, mince, avec une. Là, quand tu es sur des trucs type neurologue, spécialiste du dos et tout ça, en général, tu as des beaux bureaux, les gens sont plutôt bien habillés, éventuellement sous la blouse, et tu es dans des beaux cabinets. C'est pas comme chez les médecins traitants. D'ailleurs, et je finirai après. Et donc voilà. Et donc le type, il me dit, moi je serais vous, je prendrais du repos et j'arrêterais de mobiliser mon dos. Et là, t'essayes de poser une question pour dire, mais repos, ça veut dire quoi? Et pendant combien de temps? Comment je sais que il faut que je reprenne? Est-ce qu'il faut refaire une EMG, tout ça? Et évidemment, le type, il te fait des réponses vagues et il dit, et il te passe la patate chaude au voisin. Il dit, ne vous inquiétez pas, de toute façon, je transmets tout à votre médecin du sport. C'est le docteur Trucmuche, c'est ça? Donc là, tu dis oui. Il dit, voilà, vous inquiétez pas, ce sera transmis. Allez, au revoir, monsieur. Vous inquiétez pas. Ouais, c'est ça. Donc, le type, il t'a juste détruit ton schéma mental. Ça fait 4 mois qu'on te dit qu'il faut mobiliser le dos dans tous les sens. Et il faut reconnaître que c'est depuis que je me suis mis à mobiliser le dos dans tous les sens que j'ai des trucs qui sont apparus à la jambe droite. Coïncidence ou pas, on n'en sait rien au final, vu que tout le monde a chaque fois que je vais voir quelqu'un, j'ai toujours une différence
des différences dans ce qu'il faut faire. Et donc, passe à ton voisin, il passe au médecin du sport. Ensuite, par contre, toi, tu passes à la caisse, comme d'habitude. Et donc là, il y en a pour 183 € le MG. Alors, remboursé plus ou moins par la Sécu, la mutuelle, ça peu importe, c'est un détail par rapport à l'histoire qui nous concerne. Mais là, tu comprends que le type, 183 € 20 minutes, voilà, il fait 3 rendez-vous par heure, peut-être ça 8 heures par jour. Et en gros, lui, il est là pour produire des électromyogrammes. 540 € de l'heure. Voilà, en gros, lui, c'est ça sa fonction. Il est pas là pour te guérir, il s'en fout, il est pas là pour t'écouter, il a pas le temps. Donc en gros, il te fait son électro et il passe la patate à la voisin. Et lui, il se fait son chiffre la journée. Et quand tu discutes avec le médecin traitant, quand tu le connais un peu, tu t'aperçois que c'est pareil. En fait, là, il y a un nouveau médecin traitant qui s'est installé vers chez moi. On discutait un peu, puis je dis alors, ça va, vous avez des rendez-vous, tout ça. Il dit oui, mais bon, là pour le moment, j'ai pas toute ma patientèle. Ce sera mieux quand il y aura des chroniques. Et là, tu te tombes des nues, tu dis comment ça, que ce sera mieux quand il y aura des chroniques. Ben oui, tu vois. Donc là, tu comprends que c'est les diabétiques et tout qui ont besoin de renouveler les ordonnances tous les mois. Ça, c'est bien, tu vois. Ça fait un petit récurrent pour avoir des créneaux la journée. Puis après, les gens malades, de manière ponctuelle, ils vont compléter les créneaux manquants. Mais le médecin aussi, forcément, à 25 balles de la consultation, plus éventuellement 10 balles de ce que j'ai compris en bonus selon les cas, lui aussi son but en fait c'est de remplir ses heures et de faire le plus d'heures dans la journée. Donc il n'a pas tant de temps que ça à te consacrer. Donc c'est pour ça que tout est minimum. Et en fait je me suis aperçu que dans ce système c'est toujours passe à ton voisin. Personne ne traite ton problème de manière systémique parce que t'as pas le temps en fait. C'est impossible de faire des tests et à chaque fois tu passes d'examen en examen où les gens te consacrent 20 minutes tout au plus. Quand tu les vois, parce que comme j'ai dit, si c'est des IRM ou des radios, maintenant tu vois même plus le type qui tape le compte rendu, tu peux même pas discuter avec. Donc du coup, dans ce système-là, déjà tout repose sur ton médecin traitant ou ton médecin du sport, parce que c'est ce qu'on avait dit dans le précédent podcast, c'est lui le hub, et puis c'est lui qui doit analyser les résultats. Donc s'il est nul et qu'il sait pas analyser ton résultat d'IRM ou ton résultat de MG ou tout ça, déjà t'es mort, t'es cuit en fait, t'es foutu. Ah, mais bien sûr, mais en fait c'est une déshumanisation du truc. Ouais, pour que les mecs prennent pas de temps. Moi, je te dis, donc pour l'histoire, moi j'ai sorti plusieurs fois avec des kinés et en fait, t'as des gros cabinets de kinés, ils ne comptent justement que sur les chroniques. Les personnes qui viennent, ils veulent pas spécialement les guérir, ils veulent les guérir, mais pas spécialement parce que c'est eux qui apportent du chiffre. Donc ils ont mal au genou, ils sont en surpoids, ils ont mal à l'épaule, tout ça, et en fait, ça fait 10-15 ans qu'ils viennent et c'est eux qui font vivre les cabinets de kinés, hein. Il y a beaucoup de cabinets de kinés. Oui, il y a cet aspect-là, mais après, effectivement, l'acte de kiné n'est pas très cher. Je crois que c'est autour de 16 balles. 16,57, ça a été revalorisé au lieu de 16,13 €. Voilà. Donc c'est 16,57. Effectivement, on se met à la place du kiné. C'est pas compliqué. S'il prend 3 patients par heure, tu fais 3 fois 16. Bon, t'es à 45 balles. Pour une heure de boulot. Donc forcément, la tentation est forte de dire déjà je vais en prendre plus en même temps. Voilà, je vais donner des exercices à un, je donnerai des exercices à l'autre. Mais tu comprends en fait parce que au final tout le monde doit vivre et tout le monde est dans cette espèce de maximisation de sa tarification journalière. Et comme de mon point de vue, c'est la tarification à l'acte qui est beaucoup trop faible, et t'es dans ce système où tous les praticiens enchaînent le plus de rendez-vous possible dans la journée et en fait, ils n'ont simplement pas le temps de traiter correctement ta pathologie. Sauf là, le kiné que j'ai qui s'occupe de moi, qui a un bon, qui fait de la muscu et tout, mais du coup, il me consacre entre guillemets trop de temps par rapport à ce que je le paye. Tu vois, c'est une situation un petit peu anormale. Je sais pas combien de temps il va pouvoir tenir comme ça. Et c'est vrai que c'est un truc de fou. Et moralité, t'as tes problèmes qui s'enchaînent, qui s'accumulent, mais finalement t'as pas une résolution globale parce qu'à chaque fois c'est toujours un tout petit bout du problème qui est recherché, ou voire des fois ça correspond pas, tu vois, parce que là le MG, le type, j'ai une conclusion, ça dit souffrance radiculaire franche et séquelaire dans le territoire L5 droit. J'ai quand même pu lui arracher une question, je lui ai dit est-ce que ça peut expliquer une faiblesse au niveau de l'ischio-jambier, il m'a dit non parce que sinon ce serait au niveau S1 et là c'est au niveau L5. Donc au final, ce truc-là apparemment n'explique même pas mes symptômes. Donc finalement, c'est une information qui, à part me faire stresser, a fortiori parce qu'il a dit qu'il fallait arrêter de mobiliser le dos, a priori, ça sert strictement à rien en termes d'infos vis-à-vis de mes symptômes. Donc il m'a juste fait stresser pour rien, ce type. Mais voilà, il aura touché 183 €. Et du coup, tout est comme ça. Et c'est vrai que c'est... j'aurais dû faire neurologue. C'est un peu chiant. En fait, au final, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Et finalement, là, j'en suis à, je sais pas, ça fait un moment maintenant que j'ai été opéré du dos, tu vois, on doit être à 7 mois.
j'ai toujours pas mal de problèmes parce qu'à chaque fois, il y a un nouveau problème qui se greffe sur le précédent parce que ça tarde trop à être réglé, entre guillemets. Et franchement, j'ai fait des tas de rendez-vous, quoi. Donc là, j'ai fait IRM, EMG, je suis allé voir le médecin du sport peut-être 3 fois, le médecin traitant plusieurs fois aussi. Les kinés, j'en suis à mon 3e. Mais bon, celui-là, j'en dis du bien, donc là, c'est bien. Mais j'ai fait des tonnes et des tonnes de rendez-vous, donc des tonnes et des tonnes d'actes. Mais pour le moment, je dirais pas que je suis guéri, hein. Je suis très loin d'être guéri. Et donc, je me dis quand même, il y a peut-être un dysfonctionnement là-dedans. Parce qu'on peut pas dire que je sois de mauvaise volonté non plus, tu vois. Et alors, j'ai appris aussi quelque chose, comme je suis très devenu pote avec le kiné, vu qu'il fait de la muscu. D'ailleurs, au passage, si vous allez voir un kiné et que vous faites de la muscu, essayez de trouver un kiné qui fait de la muscu. C'est tellement plus simple de lui dire est-ce que si je fais du leg curl, ce sera bon pour mes ischios, et qu'il te dit non, là c'est un peu prématuré, plutôt que le kiné te dise c'est quoi du leg curl. Enfin, tu vois. Au moins là, on sait de quoi on parle et on peut avancer, donc c'est mieux. Et en fait, moi, je pensais que les kinés, comme tu avais expliqué, à une pathologie, ils avaient un protocole et puis ils suivaient plus ou moins le protocole qu'ils avaient appris à l'école. Et alors peut-être que c'est ça pour certaines pathologies bien établies, mais en fait, finalement, non. Là, je vois que j'ai eu 3 kinés différents. Les 3 kinés ont une approche différente. Et lui, le kiné, il m'a bien dit que tu as une certaine liberté dans ce que tu mets en œuvre, que les jeunes kinés ont tendance à beaucoup s'informer, lire des études et tout ça, et peuvent prendre en plus des libertés sur ce qu'ils ont pu apprendre dans le cursus commun, mais a priori pour ton bien-être à toi, parce qu'ils ont des connaissances qui sont mises à jour. Et donc, ce que je comprends, et d'ailleurs, je le vois au niveau des approches, parce que le premier kiné, lui, il était très étirement passif. D'ailleurs, ça va très mal réussi, alors que ce kiné-là, il est plus mobilité et étirement actif. Mais c'est des approches déjà qui sont complètement différentes. Et donc, ce que je comprends, c'est que les kinés, il y a beaucoup de différences aussi. Et donc, on peut pas dire que on peut pas choisir aléatoirement son kiné, en fait. Il faut vraiment faire en sorte que son kiné soit le plus spécialisé possible dans, je sais pas quoi, moi, la réathlétisation. Dans la pathologie, idéalement que tu as, mais le problème, c'est que faut qu'il y en ait un près de chez toi, souvent, et que tu saches un peu sa spécialisation. Et là, sur le forum, donc, il y a eu quelqu'un, j'ai oublié son pseudo. Maem13, je crois. Voilà, qui a expliqué que ça faisait très longtemps qu'il avait un problème à l'épaule. Pareil, il était en errance médicale, il a multiplié les actes. Et puis finalement, si j'ai tout bien compris ce qu'il a dit, c'est un kiné du sport qui lui a été recommandé, qui lui a fait passer une batterie de texte et puis qui a trouvé, a priori, peut-être, je lui souhaite, ce qu'il avait à l'épaule. Et donc, du coup, il va pouvoir dérouler le protocole, je l'espère pour lui, de rééducation. Mais en gros, voilà, c'est un kiné du sport qui l'aurait sauvé, parce que peut-être que chez les kinés encore, il y a peut-être des gens qui vont passer plus de temps que ça avec toi. Alors peut-être qu'ils vont compter 2 actes d'ailleurs, et peut-être qu'ils font cette stratégie-là. Ouais, après tout, nous on en a rien à foutre. Hein. S'ils comptent 2 actes et puis ils les étalent après en compta, il dit que t'es venu lundi, mardi, alors que t'es venu que le lundi. Mais au moins il s'est occupé de toi, parce que là effectivement le MG. Le type peut pas compter 2 actes. J'ai qu'une EMG, donc j'ai droit à moins de 20 minutes de son temps. Donc forcément, ça débouche sur pas grand-chose. Et puis voilà. Et ce que tu comprends aussi, c'est que selon qui tu vas voir, tu as toujours le regard de celui que tu vas voir. Donc là, le neurologue, pour lui, 0 mobilité du dos parce que j'ai un petit problème au nerf. Alors que d'autres vont te dire, le kiné, lui, va te dire, ah ben non, faut mobiliser ton dos. Justement, c'est ça qui va soulager le nerf. C'est d'avoir le dos qui est mobile. Et tu vas voir, par exemple, le chirurgien, lui va te dire, ah ben, là, peut-être faudrait opérer, tu vois. Et en fait, chacun voit ton petit problème avec son biais, et pour le meilleur ou pour le pire, tu vois. Et moralité, c'est pas pour chacun veut que tu reviennes chez lui, surtout. Je sais pas. Il y avait une série, pour ceux qui connaissent, alors je suis pas très série, mais celle-là, j'ai regardé quelques épisodes, ça s'appelait Dr House. Et en gros, t'avais un espèce de super docteur qui connaissait plein de spécialités, entre guillemets, et du coup était capable d'avoir une approche un peu systémique parce qu'il connaissait un peu toutes les spécialités. Mais là, finalement, celui qui est censé être le Dr House, c'est ton médecin traitant. Sauf que le médecin traitant, il sait pas bien faire. C'est le docteur patate chaude, quoi. Et voilà, c'est passe la patate chaude, encaisse l'acte et hop, tu fais ton chiffre de la journée. Allez, barre-toi de la bouseuse, j'ai quitté d'autres avoirs. Allez, à moi le pognon. Voilà. Et donc, je comprends bien la logique du point de vue des praticiens. Hein. Peut-être que je ferais pareil si j'étais praticien. Mais c'est vrai que du point de vue de celui qui a le problème, ou voir les problèmes à la fin parce qu'ils finissent par se cumuler, c'est pas fun quand même. Hein. Et comme j'avais toujours dit, mieux vaut éviter d'être blessé. C'est moi qui vous le dis. Non, mais le problème, c'est que, on en a déjà parlé, tu choisis pas d'être blessé ou pas. Tu fais plein de trucs comme Maem13, il en a parlé sur le forum. Il faisait plein de trucs en apparence qui avaient l'air super. Il s'échauffait bien, il a dit. Il faisait un peu de massage.
il faisait attention aux exercices, il essayait de bien les exécuter, tout ça. Tout allait bien pendant je sais pas combien d'années. Et puis à un moment, il y a un truc qui est arrivé, donc c'est le syndrome du défilé thoracique, il a dit, a priori. Il l'a découvert donc 10 ans après, si j'ai bien Ouais, compris. voilà. Et donc en fait, il avait ça, et puis il dit putain, j'ai pas les deux bras qui montent à la même vitesse, j'ai mal, ceci, nanana. Et en fait, il a pas eu de bol, quoi. Tu sais, il a pas eu de bol. Il y a toujours une grosse part de chance là-dedans. Mais comme tu as dit, sur l'errance médicale, c'est très compliqué. C'est comme le coaching. Moi, je vois toujours ça comme ça. C'est pour ça que tout ce que tu dis, ça m'étonne pas. C'est pas nouveau pour moi. C'est que un bon coach en muscu qui connaît les mouvements, qui a fait de l'anatomie, qui est vraiment dedans, bah, ça se compte. J'exagère un peu, mais sur les doigts des deux mains, quoi. Voilà. Sinon, la plupart, en fait, ils savent pas. En fait, ils savent pas. Ouais, non, mais là, c'est même pas la même problématique là que je te dis. Parce que toi, imaginons que t'es coach puis qu'il y a un type qui vient, qui a plein de problèmes. Éventuellement, tu peux ajuster ton tarif pour passer plus de temps avec Non. lui. Ouais, bon. Ah non, tu peux, c'est limité, tu peux pas. Ouais, bon, imagine, il y a quand même, normalement, tu dois pouvoir éventuellement ajuster ton temps ou ajuster le tarif, admettons. Mais comme là, tout est tout est un peu factualisé avec la sécurité sociale, même s'il y a un peu du dépassement, et que tu as cette tarification à l'acte, en fait, le temps que les praticiens peuvent te consacrer, il est limité. Donc, tu vois, c'est même pas nécessairement un problème de compétence, c'est que de toute façon, le temps est limité. Alors que toi, dans ton coaching, peut-être qu'effectivement, il y en a qui sont pas bons, mais s'il y en a un qui est bon, a priori, il va peut-être passer plus de temps sur celui qui a plus de problèmes. Au moins, il y a cette possibilité. Alors que là, dans le système que je décris, ce n'est pas le cas. En fait, c'est tout. Ouais, c'est pas dit. C'est pas dit. C'est pas dit en coaching parce que le tarif est pas extensible non plus à l'infini. Tu vois, moi, je me vois pas prendre 150 ou 200 euros le mois comme certains font, et des fois, ça peut être justifié, hein. Mais moi, je vois pas faire ça pour passer plus de temps avec la personne, tu vois, parce qu'il a plus de problèmes, plus de ceci, plus de cela. Moi, c'est pas ma vision du truc, donc ouais, je suis pas convaincu, mais ouais, de toute façon, c'est toujours pareil, hein, des bons, il y en a que très peu, et donc Ok, alors après, trouver un pour rester avec. Pour revenir sur un sujet plus muscu, alors cette fois-ci, je voulais faire une apologie de la musculation et en tout cas des séances bien construites, puisque là, j'ai pas mal de problèmes aux jambes et je me suis aperçu quand même qu'il y avait des problèmes qui étaient hyper spécifiques. Alors déjà, je vais rappeler une bonne séance cuisse, voilà, un truc classique qu'on fait en muscu pour les cuisses, mettons pour un pratiquant de niveau intermédiaire. Bon, on pourrait faire 3 exos de quadriceps, on va dire, et puis 2 exos d'ischio. Donc typiquement, ça pourrait être peut-être pas nécessairement dans cet ordre, un mouvement du leg extension, voilà, un mouvement d'extension de jambes où la contraction est maximum quand les jambes sont tendues, un mouvement de presse à cuisse, et puis éventuellement, alors là le troisième, ça dépendrait des affinités, mettons ça pourrait être peut-être des fentes ou je sais pas moi, ou du hack squat peut-être. Bon voilà, pour le troisième mouvement, il y a peut-être un petit peu débat, mais en gros voilà, on pourrait imaginer qu'il y ait au moins du leg extension, de la presse, éventuellement un troisième. Et pour l'arrière de la cuisse, assez logiquement, on aurait des extensions au banc lombaire ou du soulevé de terre jambes tendues pour les plus kamikazes, c'est-à-dire un mouvement qui va normalement travailler un peu plus la partie haute de l'ischio-jambier, en tout cas qui va travailler l'ischio-jambier avec une extension de la hanche, et puis on aurait du leg curl avec un mouvement qui va travailler plus la partie basse de l'ischio-jambier, si on veut dire, où on a une flexion de la jambe. Et donc là, vous avez une séance une séance à peu près typique pour les cuisses, puis il faut rajouter les mollets. Et en fait, les culturistes, ils font ce type de séance pour ne négliger aucun muscle et pour avoir l'hypertrophie la plus grosse possible. Voilà, pour par exemple bien solliciter le vaste interne du quadriceps, le droit antérieur du quadriceps, et tout ça, c'est pour ça qu'il y a une large panoplie d'exercices. Mais ils le font dans un but d'hypertrophie. Mais en même temps, c'est pas mal cette stratégie parce que du coup, le muscle a été sollicité sous tous les angles. Parce que si jamais on n'a pas cette approche-là, et puis par exemple qu'on enlève le leg extension, puis qu'on fait que de la presse à cuisse, par exemple, et du soulevé de terre jambes tendues, on pourrait imaginer, on peut développer un certain volume musculaire, mais par contre, on aura les muscles qui vont être faibles sur certains angles, ou certains muscles du quadriceps qui vont pas se développer aussi bien, ou certains muscles de l'ischio-jambier qui vont pas se développer aussi bien. Et à la longue, en fait, les déficits dans certaines portions du muscle quadriceps ou du muscle ischio, eh ben ça peut entraîner des problèmes et des pathologies. Et en l'occurrence, là, c'est un peu ce que j'ai. Moi, j'ai eu des problèmes au devant du genou parce que j'avais un vaste interne qui était trop faiblard. Et puis là, au niveau de l'ischio-jambier, j'ai développé encore un autre truc. La partie haute, ça allait, mais c'est la partie basse qui n'allait pas.
Ouais, bref, des trucs assez spécifiques. Et c'est là que je me suis dit, quand même, la muscu façon Arnold, en exagérant, quand on fait plein d'exercices, c'est pas mal parce que ça t'évite d'avoir des points faibles. En fait, ça, il y a un rôle un peu prophylactique si tu charges pas comme une brute, parce que sinon, bah, effectivement, tu retombes dans les inconvénients de la muscu où bah, tu as surchargé tes articulations, ton squelette et tout ça. Mais au niveau de faire plein d'exercices variés pour toucher tous les muscles et tous les voilà et plein d'angles à la base dans un objectif d'hypertrophie, bah, au final, ça a aussi un objectif préventif des blessures quand c'est bien fait. Qu'en dis-tu, Rudy? Ouais, non, mais c'est vrai. En fait, on s'en rend pas compte parce que pendant longtemps, on a pensé que le muscle se contractait, c'était la loi du tout ou rien. Contracter un muscle, c'était soit on contractait toutes ses fibres à la force maximale, soit on les contractait pas. Et on s'est aperçu de plus en plus que la contraction musculaire se réalisait plutôt par compartiment. Donc, tu l'as dit, quand tu fais des soulevé de terre jambes tendues, par exemple, tu fais une extension de hanche, un mouvement d'extension de hanche, tu vas surtout travailler le haut des ischios, même si d'apparence anatomiquement ça n'existe pas. D'un point de vue nerveux, le recrutement musculaire c'est quelque chose de nerveux. Et bah, tu vas solliciter classiquement plus le haut des ischios, et quand tu fais par exemple du leg curl allongé, plus le bas des ischios. Même si, effectivement, d'un point de vue anatomique, bah, les ischios, c'est 4 faisceaux. Et c'est pour ça que j'invite à chaque fois tout le monde à lire la rubrique anatomie du site Superphysique. Bref. Et donc, on s'aperçoit que les programmes d'entraînement minimalistes ne renforcent pas le muscle d'un point de vue force et d'un point de vue volume musculaire, pour ce qui nous intéresse aussi, si tu fais pas plein d'exercices. Si tu fais juste un programme minimaliste, imaginons que tu fais que du squat, alors il y a des personnes, encore une fois, qui vont avoir du bol, qui vont tout développer, qui vont prendre de la force sur tous les angles, mais on se rend compte que la force est hyper spécifique. Et Fabrice en parlera peut-être un peu après, puisqu'il aborde ce sujet. Mais en fait, si on s'entraîne jamais, par exemple, on fait de la presse à cuisse ou du squat, on s'entraîne à jamais tendre les jambes, à jamais contracter le quadriceps, jambes tendues, mais après, on peut avoir des difficultés, justement, à tendre la jambe, tendre le genou en tout cas, et tendre le genou, voilà, on va dire ça comme ça, parce qu'on n'a jamais travaillé cette fonction-là, entre guillemets, ce moment de force du quadriceps, et donc on peut développer des problèmes. Pareil pour plein de muscles comme ça, c'est pour ça que on avait souvent parlé des programmes d'Arnold avec des écartés couchés, du pullover, développé nuque, du tirage nuque, plein d'exercices que peut-être on recommanderait de faire ou de ne pas faire en fonction des problèmes de mobilité et même de ce que ça peut faire advenir à terme. Mais finalement, c'était plein d'exercices qui entretenaient la souplesse d'Arnold et de ses compagnons et qui aidaient en un sens à prévenir moult blessures parce que à réduire le risque de blessure parce qu'en fait, tu te renforçais dans plein d'angles différents et l'erreur qu'on peut faire quand on fait de la muscu, c'est de se contenter de très peu d'exercices pour se renforcer globalement. Et c'est comme ça on peut développer en tout cas des pathologies, parce qu'en fait, c'est comme l'épaule en ce moment, et je me forme beaucoup sur l'épaule. Si on fait que du L-fly, par exemple, coude au corps, voilà le classique, et qu'on fait pas des L-fly aussi avec le coude levé, ce qu'on appelle position R2, et qu'on fait pas non plus des L-fly en position R3, pour ceux qui sont kinés, ils comprendront. Voilà, dans différentes positions, mais en fait, on renforce son infra-épineux, ses muscles rotateurs externes de l'épaule, donc aussi le petit rond, parfois on met aussi le supra-épineux, que dans une position. Et donc, si on se retrouve à faire une autre position, qu'on n'a pas renforcé le muscle, bah forcément, il peut subir et on peut développer des pathologies au niveau de l'épaule. C'est pour ça que, en fait, et on en parlait aussi à l'époque. Je me souviens quand on parlait de, je sais plus son pseudo. Nous, on l'appelait Haricot. Un mec qui était dans la team Superphysique, Romain. Il s'appelait Romain, qui est plus dans la team parce que maintenant il a un boulot à haute responsabilité. Il voulait plus être affiché sur le net. Bref. Et on disait putain, il a un super physique ce type. Et je me souviens qu'à l'époque, tu m'as dit, il doit faire plein d'exos ce type-là, c'est sûr et tout. Il doit en faire une tonne et tout parce qu'il avait vraiment un physique un peu complet. Mais c'est vrai qu'il faisait plein d'exercices. Hein. Il faisait 3-4 exercices pour les pecs, il faisait 4-5 exercices pour le dos. Voilà, il faisait les trucs classiques qu'on va recommander sur Superphysique depuis presque 15 ans. Parce que c'est que comme ça, en général, qu'on arrive d'une part à bien se développer et à se renforcer de manière la plus complète possible. Après, ce qui est compliqué, moi je trouve, c'est que quand tu comprends tout ça, tu as envie toujours de rajouter des exercices, de rajouter des exercices. Et ce que je pense aujourd'hui, c'est que quand on a déjà un bon niveau, qu'on a déjà répété pendant longtemps les mêmes exercices, soit qu'on a déjà une bonne synchronisation d'un point de vue nerveux, et pourquoi pas alterner les exercices en fonction des séances pour essayer de se renforcer, on va dire de manière plus globale, plus générale, alterner des séances différentes pour justement essayer de ne louper aucun angle en fonction de ses besoins, en fonction des sports qu'on va faire, en fonction du renforcement qu'on souhaite. Parce que si on fait un truc pour lequel on ne s'est jamais entraîné, on n'est pas préparé, c'est comme ça qu'on peut se niquer facilement ou développer des pathologies.
Et alors pour le pullover, on en a parlé des tas de fois, vu tous les bénéfices qui sont donnés par l'exercice. Alors il y a aussi moyen de se niquer l'épaule en faisant du pullover, ça dépend comment on le fait. Mais donc il étire le petit pectoral qui est sous le grand pectoral et il renforce aussi le grand dentelé. Et c'est vrai que quand on fait de la muscu, on peut en fait se retrouver avec un grand dentelé faiblard quand on fait du développé couché, parce qu'il travaille. Quand on fait des pompes, le grand dentelé travaille, mais quand on fait du développé couché, il travaille pas, il peut. Et par contre, si on ajoute du pullover, eh ben là, on va travailler le grand dentelé et en plus, on étire le petit pectoral. Et en fait, du coup, le pullover a un rôle un peu prophylactique parce que on bosse le grand dentelé qui est très peu travaillé en muscu en dehors de cet exercice-là, si vous faites pas de pompe, et le petit pectoral qui a tendance à être raide. Et puis, une fois qu'on l'a raide, il pose plein de problèmes. Après, on a tous des problèmes d'épaule. D'ailleurs, je me demande si Mayem, je crois, sur le forum, il avait pas dit qu'il avait le petit pectoral raide. Je me souviens plus. Mais voilà, donc on a un espèce d'exercice déjà qui a un rôle un peu prophylactique. C'est le pullover. Et puis ça aide aussi à étirer le grand dorsal, à se renforcer sur plus d'amplitude. Franchement, c'est un super exercice. Alors voilà, après, il faut pas le faire non plus hyper lourd. Il faut le faire avec la bonne technique, en ouvrant légèrement les coudes, tout ça pour pas que ça tire trop sur les ligaments de l'épaule. Mais c'est un super exo. Et c'est pour ça j'en ai d'ailleurs fait tout à l'heure, Fabrice. C'est ça. Alors que voilà, si vous faisiez une séance où vous faisiez développer couché barre, je sais pas moi, développer couché, développer incliné barre et puis développer décliné barre, et ben peut-être que vous aurez une congestion énorme sur les pecs et que du point de vue hypertrophie musculaire, c'est peut-être efficace, mais par contre du point de vue prévention des blessures et prophylaxie, c'est probablement pas l'idéal ce type de séance. Et de la même façon, si vous faites 10 fois 10 au développé couché, vous pourrez développer de gros pecs, mais bah peut-être que du coup dans le futur, vous aurez des pathologies parce qu'il y aura des petits muscles que vous n'aurez pas développé ou étiré, alors qu'avec un programme un petit peu plus complet, tel que ceux qu'on préconise d'ailleurs sur Superphysique, eh ben on évite les problèmes. Et oui, effectivement, t'as teasé mon truc sur le quadriceps. Alors pour ceux qui ont suivi, je me suis chopé des douleurs à l'avant du genou et en fait le corps de manière prophylactique, on va dire, enfin c'est une espèce de réaction, évitait de tendre les jambes. Parce que la douleur était principalement quand la jambe était tendue à fond ou quand j'étais assis. Et moralité, dans la vie de tous les jours, petit à petit, eh ben, je me suis mis à ne plus tendre complètement les jambes. Y compris quand je marchais, en fait, j'ai arrêté de tendre complètement les jambes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'un coup, après avoir marché 2 jours de suite, 2 fois 1 heure, j'avais chopé des contractures monstrueuses aux mollets et aux ischios. C'était pas tant que j'étais si déconditionné que ça, peut-être un peu, mais c'était surtout parce qu'en fait, je marchais plus normalement. En fait, je tendais plus la jambe. Et tout ça s'est fait assez insidieusement. Et pourtant, quand je faisais mes petits exercices de musculation, de renforcement musculaire, là, donc le squat avec le ballon suisse derrière le dos, ou du squat sur place en tenant le ballon devant moi, ou des fentes, enfin voilà, divers exercices où je semblais bien faire, effectivement, il en manquait un. Il manquait en fait l'équivalent du leg extension, c'est-à-dire cette espèce de contraction finale du quadriceps que j'avais pas suffisamment dans ces exercices-là, alors que avec l'espèce de pathologie que j'avais développée avec les douleurs à l'avant du genou, eh ben il aurait fallu ce petit exercice pour cet angle qui était plus bon. Et donc, moralité, à force de ne pas avoir tendu les jambes pendant un certain temps, eh ben j'ai développé un truc qu'on appelle Rudy, vas-y sur le mot latin. Un flessum, alors c'est un faux flessum. Le vrai flessum, en fait, c'est quand on perd carrément la capacité à tendre la jambe, même volontairement, en fait, on peut plus. Ça arrive de ce que j'ai compris quand on a de l'arthrose ou après une opération du genou pour laquelle on a trop traîné pour faire la rééducation. Et ensuite, on a des très, très grosses difficultés à tendre la jambe. Moi, ça va. Heureusement, je peux tendre la jambe. Mais par contre, ça le fait plus automatiquement. En fait, faut que j'ai cette espèce d'intention de tendre la jambe quand je suis debout de tendre les jambes quand je suis debout en train de faire la vaisselle. Et au niveau de la marche, là, c'est plus compliqué parce que il faut avoir l'intention quand on marche. C'est toute une affaire. Et puis évidemment, il y a un nouvel exercice de kiné qui s'est rajouté dans le bordel. Sauf si j'allais au Basic Fit faire du leg extension, mais ça s'appelle de l'écrase-coussin. Et en gros, voilà, on va travailler sur la fin de l'angle au niveau du travail du quadriceps. Et moralité, cette partie-là n'était pas suffisamment travaillée avec les exercices pourtant polyarticulaires que je faisais. En fait, il me manquait ce petit truc-là parce que j'avais perdu cette capacité de tendre la jambe de manière volontaire. Enfin bref.
tout ça pour dire que il y a souvent un exercice qui manque, mais qu'avec la muscu, finalement, quand la muscu est suffisamment bien faite, il y a quand même pas mal d'exercices pas trop mal. Enfin, on traite pas mal d'angles. Bien sûr. Et il y a peut-être le moyen fessier qu'on n'a pas assez mis dans nos entraînements, mais sinon, normalement, on n'est pas trop mal quand même. Bien sûr, et on a un renforcement global en fait, et ça montre que l'entraînement, il y a l'entraînement pour progresser et l'entraînement pour pouvoir continuer à progresser, à prendre en compte, à savoir tous ces exercices un peu d'étirement actif qui sont hyper importants. On citait le pullover, ça peut être du soulevé de jambes tendues mais léger sans trop forcer, ça peut être des écartés couchés, ça peut être du curl incliné, ça peut être des extensions nuque, plein de petits exercices comme ça qui vont en fait aider, même si on force pas dessus, qu'on peut faire juste en échauffement. Hein, ça fait partie, je pense, on a déjà mis ça dans la routine échauffement sur le site Superphysique. Ça fait partie d'un bon échauffement et d'exercices qui vont justement aider à maintenir une certaine mobilité et à se renforcer sur des angles en fait qu'on n'utilise pas et qui pourraient justement nous porter préjudice si un jour on devait les utiliser en muscu, parce qu'à force d'utiliser toujours les mêmes amplitudes ou de réduire son amplitude, on perd ses amplitudes et on ne sait jamais quand on force, des fois on utilise un peu plus d'amplitude et c'est là que on se fait mal parce qu'on n'a plus accès à ces amplitudes, du moins on n'a plus de force dans ces amplitudes. Voilà, Rudy. Et du coup, ça explique que du coup, j'ai une apparence sportive parce qu'il y a quand même beaucoup d'exercices que je peux faire. Mais néanmoins, j'ai du mal à marcher parce qu'en fait, voilà, le petit exercice qu'il aurait fallu faire pour pouvoir remarcher correctement, ça fait pas très longtemps que je le fais. Et donc, moralité, je look sportif. Je fais plein d'exercices qui laissent à penser que je suis sportif, mais sauf que, en attendant, il y a des petits problèmes qui sont hyper chiants et qui font que j'ai du mal à marcher ou même à tenir tout droit en faisant la vaisselle. Si c'est pas un truc de ouf, ça, Rudy. Non, mais l'écran genou, le renforcement de la fonction d'étendre le genou, ça va revenir assez vite. Ça, je suis assez confiant pour toi. C'est une histoire de 1, 2, 3 semaines, surtout si on fait un peu tous les jours. Voilà. Et alors j'ai découvert aussi autre chose, Rudy, sur les ischio-jambiers. En fait, on peut être souple de l'ischio-jambier par le haut ou on peut être souple de l'ischio-jambier par le bas ou les deux. Et en fait, moi, je suis souple par le haut, donc jambes quasi tendues. Je peux bien abaisser mon dos, voilà. Enfin, le haut du corps, j'abaisse le torse. Voilà. Jambes quasi tendues, je peux bien abaisser. Mais par contre, si je tends les jambes, c'est une catastrophe. Et c'est pas nécessairement lié au fait que le nerf sciatique soit très raide, c'est simplement, si j'ai bien compris ce qu'a dit le kiné, qu'en fait, il y a deux souplesses, tu peux être souple par le haut puis souple par le bas. Oui, et en fait, j'ai perdu la souplesse par le bas. Parce que le renforcement est hyper spécifique. Et tu ferais du leg curl, par exemple, allongé, ça t'assouplirait, entre guillemets, si tu le faisais bien, correctement, tout ça, le bas des ischios, entre guillemets. Encore une fois, le renforcement est hyper spécifique. Et ça va vraiment à l'encontre de ce qu'on apprenait il y a 20 ans ou 30 ans. C'est que tout est très très spécifique. Et donc comme toi tu t'entraînais chez toi, tu faisais pas de leg curl, voilà. Et en plus là, tu vois, tu as un leg curl, peut-être que tu assouplirais un peu plus facilement le bas de l'ischio. Ouais, peut-être. Mais donc, du coup, voilà, à force d'avoir pas tendu les jambes et tout le tralala, j'ai le bas de l'ischio-jambier qui s'est raidi, le haut du mollet qui s'est raidi, une partie du quadriceps qui a perdu l'intention de tendre les jambes. Enfin, il s'est passé tout un bordel en simplement quelques semaines, plusieurs semaines, parce que j'ai fait une compensation sur le fait que j'avais mal au genou quand je tendais complètement les jambes et mal à l'arrière du genou quand j'étais allongé dans le lit. Et donc, je dormais plus avec les jambes tendues. Et moralité, ça a provoqué ce truc-là. Non, mais ce qui est fou, c'est cet enchaînement, alors qu'il y a tout le passif derrière d'entraînement. C'est cette perte, entre guillemets, rapide du renforcement qu'on a mis des années à développer. C'est surtout ça qui est surprenant. En fait, on s'en rendait pas compte parce qu'on était jeunes et on se déconditionnait moins vite. Mais plus on vieillit, plus on se rend compte du déconditionnement qui va vite. Et d'où l'importance, entre guillemets, de ne jamais arrêter de continuer. Voilà. Et c'est vrai que... Et je me dis effectivement, c'est vraiment de vieillir, quoi. Ceux qui sont alités, ils doivent bien galérer pour récupérer toutes leurs fonctions. Après, ce qui se passe, c'est que nous, en tant que sportifs, on a beaucoup de ce qu'on appelle des marqueurs de référence. Et effectivement, quand on a un problème, on a envie de refaire un peu tout ce qu'on faisait avant. C'est ce qu'on appelle nos marqueurs. Alors qu'effectivement, il y a des gens qui n'ont pas de marqueurs, comme l'a dit Rudy, par exemple, avec sa pauvre maman qui peut pas lever le bras, qui s'en foutent, et puis qui, au final, si il faisait des tests, on s'apercevrait qu'elle a des tonnes de problèmes à l'épaule, mais comme au final, elle s'en fout, c'est pas très gênant. Voilà. Bien sûr. C'est juste que nous, effectivement, on est habitué à voir ce sport. On veut être des 100%. Donc, quand tu veux être un 100%,
Ah, voilà, il y a plein de choses. Sinon, effectivement, si tu voulais pas faire de sport ou voilà, tranquillement, aller marcher, voilà, juste comme ça, et ben tu prendrais la douleur un peu sur toi, et puis tu irais marcher, puis ça irait. Sauf que tu vas pas te contenter de juste marcher ou de regarder la télé. Voilà, je vais pas juste marcher 20 minutes. Effectivement, marcher 20 minutes, c'est bon, mais voilà, je vais pouvoir marcher plus quand même, faut pas déconner. Bien Et sûr. ouais. Anyway, donc voilà. Alors je sais pas s'il faut écouter le type qui est le neurologue et Bah que j'arrête non, de mais mobiliser le non. dos ou Ça que c'est connerie, ça. ouais Ça c'est ouais connerie. mais tu vois c'est quand même les boules. Tu prends un rendez-vous comme ça, t'as mis 4 semaines pour l'avoir, tu vas voir un type qui est spécialiste et puis le type il te dit ah mais mon beau monsieur faut vous reposer là et du coup bah tu sais plus. Et donc là je me dis bah qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je prenne un rendez-vous chez le Non, spécialiste non. du dos qui m'a opéré? Pour lui donner la réponse du neurologue, lui demander son avis, etc. Mais en fait, t'en finis plus, en fait, c'est sans fin. Et lui, il Bien sûr. m'expédiera pareil, patate chaude en 20 minutes, il me renverra vers le kiné, et puis voilà, puis la boucle est Non, rebouclée. non. Bref. Ce qu'il faut, c'est toujours être actif. Moi, je pense vraiment que l'inactivité, c'est ce qu'il y a de pire. Il faut être actif. Il faut tester des choses. Parfois, tu vas faire un truc, ça va relancer la douleur, mais au moins, tu diras, bah tiens, voilà, ça a relancé, donc ça, il faut pas que je fasse. Ça fait du bien. Moi, je sens. Des fois, tu fais un truc, tu dis, ah, ça fait du bien. Tu fais un autre truc, tu dis, ah, ça fait pas du bien. Ça fait pas du bien. Donc ça, non. Et puis progressivement, voilà, ça va revenir. Mais ça, c'est un travail de longue haleine. C'est comme tout. T'apprends à te connaître, tout en sachant qu'en plus, tu changes, tu évolues, tu désévolues, tu vieillis, quoi. Et donc les règles changent aussi. Donc non, non, faut bouger. Surtout ne pas s'arrêter. S'arrêter, ne rien faire, c'est le pire. Là, tu perds encore plus vite. Hein. Là, tu perds. C'est quand même ce que j'ai pensé parce que vu la vitesse à laquelle j'ai perdu l'activation de l'ischio-jambier, je me suis dit ah non, je vais pas me reposer là, non ça c'est pas. Mais effectivement, je vais peut-être faire un peu moins de mobilité du dos. On va voir ça avec le kiné. Mais en Bah, effet, je vais pas me là, reposer ton parce dos, que ça va, là, non? ben, ça dépend. C'est toujours pareil. En fait, là, j'ai récupéré pas mal de mobilité lombaire et d'extension. Donc, pour te dire, là, il me fait faire un petit exercice où, en gros, je me mets sur une marche d'escalier. J'ai un tout petit poids de 1 kg dans mes mains. Et en gros, bah, je descends, je pose mon poids sur le sol et puis je le récupère. Et donc, l'idée, bah, c'est de travailler l'enroulement du dos et en même temps, si on peut dire un petit peu la force du dos avec mon petit poids de 1 kg. En fait, le poids de 1 kg fait un espèce d'étirement excentrique, tu vois, il m'aide à tirer un petit peu sur le dos gentiment. Et donc, je peux faire du soulevé de terre, jambes quasi tendues sur une marche d'escalier avec un petit poids de 1 kg. Donc, tu vois, j'ai quand même une certaine mobilité, mais c'est pas complet, quoi. C'est pas parfait. Il manque un petit bout. Et puis sur l'extension, donc l'extension, c'est quand on est debout puis quand on se penche en arrière. Je peux me pencher pas mal en arrière, mais c'est pareil, c'est pas parfait en fait. Je peux pas faire l'exercice du cobra, la Le posture pont. du cobra au sol, tu vois. C'est pas. Donc ça dépend. Je pense qu'il y en a. La situation actuelle de mon dos, il y en a qui en seraient très contents en fait. Ils s'en contenteraient. Moi, je me dis bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut aller chercher ce qui manque au Bah, risque de ça sniquer, dépend. comme dit le neurologue ou quoi? Ça te J'en sais manque, rien. ça te manque pourquoi? Euh, il y a deux aspects. Il y a un, ce que j'étais plus ou moins capable de faire avant. Ça, je veux pas faire le pont arrière. J'en ai rien à foutre. Mais est-ce qu'on se dit que la posture du cobra, donc c'est quand vous êtes allongé au sol, en appui sur vos mains et voilà que vous relevez complètement le haut du dos, qui est aussi une posture Mackenzie pour ceux qui connaissent. Est-ce qu'on considère que c'est une référence normative et que si tu sais Bah pas la non. faire, Bien sûr c'est que que non. ton dos est pas en très bon état? Ou est-ce que déjà on considère que c'est déjà une forme, entre guillemets, d'entraînement et c'est déjà aller plus loin que la norme? Je n'en sais rien, en fait, moi. Oui, J'ai mais pas cette info. pour Tu vois? moi, c'est, moi, je réfléchis plutôt dans le sens, est-ce que j'ai besoin de savoir faire ça pour faire ce que je veux faire? Ah ben Moi, non, mais dans la vie de tous les jours, mais t'en as rien à non, mais foutre de faire bah, ça. même pour Ouais. t'entraîner toi par rapport à ce que tu voudrais faire ou Non, même quoi, bah, pas, alors même tu t'en pas. fous. Bah, alors tu te prends la tête pour rien. Je sais pas parce que avant le prisme que j'avais, c'était avec tout ce qu'on m'avait dit, c'était enfin pas plus la colonne vertébrale est mobile. Hein. On va dire, il faut que la colonne vertébrale soit assez mobile pour prévenir les problèmes et voire même pour éviter d'abîmer le nerf. En fait, plus c'est mobile, plus le nerf, mieux le nerf se Ouais. portera. Mais le neurologue a l'air de dire l'inverse. Mais bref, mais C'est oui, pas, ouais, c'est pas forcément vrai, mais c'est que c'est compliqué, c'est compliqué. Effectivement, là, je peux nager le crawl, je peux nager la brasse, donc on peut se dire bon, allez. Type, il peut nager la brasse, il peut lever les bras puis mettre un paquet dans son armoire à l'étage. Il peut peindre le haut de son plafond. Bon, on considère que c'est bon. Mais il peut pas faire la posture du cobra. Donc, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Moi, j'en sais rien. Je ne sais ouais, pas, en non, fait. ben là, mais personne pourra te répondre parce que là, c'est plus toi et tes objectifs, ce que tu veux faire ou pas. Moi,
franchement, j'ai même pas testé le Cobra, tu vois. Je me dis, tiens, je vais tester après pour voir si je peux faire le Cobra. Mais en fait, je me suis jamais posé la question de est-ce que je dois faire le Cobra ou pas. J'en ai rien à foutre, quoi. Tu sais, Ouais, bah, tu sais, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux faire. ouais, je comprends, mais après, la question, c'est de savoir comment tu considères que tu es guéri, toi, comment le kiné considère que tu es guéri, Ah, mais toi, c'est toi qui fais tes propres tests, tu vois. C'est un peu compliqué. Mais sinon, si tu me demandes, moi, ce que je veux faire, c'est simple. Moi, je veux faire de la randonnée, nager, courir, Et bah, c'est faire du bon. vélo. En gros, c'est ça, quoi. Ton dos, ça va. Si on se passe de ce point de vue-là, et si on considère que ne pas faire le cobra ou ne pas être capable de courber complètement son dos, ça ne va pas entraîner des séquelles à long Bah terme, non, bah, y a ouais, peu de on peut dire chance. qu'au niveau du dos, je suis bon. Voilà. Bah, ouais, pour moi, C'est t'es pas, hein. bon. On Pour moi, sait là, pas. t'es bon. Pour être triathlète professionnel, c'est bon. Hein. Je peux Ouais. t'inscrire. Je suis inscrit à l'Ironman de Nice, championnat du monde. Donc bon, mais c'est vrai que des fois, je vois sur Internet, il y a des gens qui disent qu'ils sont raides des ischio-jambiers, et puis qui montrent une photo et qui se penchent en avant en arrondissant le dos et tout ça, puis je vois qu'ils ont vraiment zéro mobilité. Ouais, mais Et là, je me il y en a qui ont ouais, ça, qui ont zéro douleur. Hein. Tu sais, moi, j'en vois plein de personnes je sais, au SP Gym, là, en coaching premium. J'en vois des fois, ils disent, t'as mal quelque part. Non, non. Et puis, je fais les tests, tout ça. Et je dis, oh, putain, t'as pas mal. Non, non. Et je dis, putain, pourtant, les mecs, je les teste et tout. Je me dis, parce que des fois, la douleur, elle est pas reliée. bien sûr, Encore bien une sûr, bien sûr, fois, bien sûr. Mais tu vois, la dernière fois, j'ai lu un truc. J'ai plus le chiffre exact. Hein. S'il y a des cliniques qui nous écoutent, ils pourront le lire. Mais en gros, sous 12 semaines en moyenne, la plupart des douleurs que tu as, des symptômes que tu as, s'améliorent sans rien faire, tu vois. Et donc, je sais plus où j'entendais ça. Je sais plus quel kiné disait ça dans un podcast. Et donc, ça veut dire que tu fais plein d'exercices, tu fais plein de trucs pour que ça s'améliore et tout. Mais en fait, le temps va faire que progressivement, bah, de toute façon, ça va aller un peu mieux, quoi. Tu vois, ça va faire. Mais toi, tu fais plein d'exercices et parfois, bah, en fait, c'est juste pour te donner bonne conscience. Hein. non, franchement, je sais pas, mais pour le dos, c'est très confusant. Il y a deux théories sur le dos. Il y a la théorie d'ailleurs de Stuart McGill, où j'ai son bouquin, où lui, il est Voilà. plutôt, il faut renforcer gentiment les muscles du dos en faisant du gainage. Oui, mais ça, c'est la base. Ça, on est d'accord. Voilà, en faisant Ça, du voilà. gainage du dos, du gainage des abdos, et au niveau mobilité, lui dit, faut faire l'exercice du chien-chat. Mais l'exercice du chien-chat, franchement, en termes de mobilité, comme m'a dit mon kiné, c'est ce qui donne à faire aux gens qui ont 80 ans, en fait, hein. Donc ça, c'est la théorie Stuart McGill, en tout cas dans le bouquin que j'ai lu. Et puis, tu as la théorie qui me semble quand même être un peu plus le consensus, en tout cas en France, parce que ça, pour le coup, ça a l'air d'être partagé par pas mal de kinés. Quand tu cherches comment dire, tu fais ma technique file type de .pdf sur Google, où tu tapes, je sais pas moi, améliorer la mobilité du dos, quelque chose comme ça, tu tombes sur des documents qui sont produits par des CHU, donc je suppose que c'est les kinés des CHU. Et quand même, là, eux, ils sont plus dans le truc, faut quand même avoir une certaine mobilité du dos. Bien sûr. Après, ils vont peut-être pas jusqu'à la posture du cobra, mais souvent, tu vois par exemple comme type d'étirement où tu es allongé sur le sol et t'amènes les genoux jusqu'à la poitrine en enserrant tes tibias sur les mains, tu vois. T'as le bas du dos qui s'arrondit quand même pas mal. Et si j'ai bien compris Stuart McGill, lui, il déconseille complètement ce truc-là. Il dit que ça va empirer les problèmes du dos. Mais là, le consensus, ça semble que être capable de faire ce truc-là, c'est mieux pour le dos, tu vois. Si tu cherches des trucs, j'ai une hernie discale, une sciatique, mais qui ne nécessite pas d'opération, qu'est-ce que je dois faire comme exo? Et il y a quand même beaucoup d'exos qui sont basés sur la mobilité. Ça semble être le consensus. Faut avoir une certaine mobilité. Ouais. Mais bon. Ouais, mais le le consensus, ça veut pas. Franchement, à la fin, moi, tu sais plus. Ouais, pour moi, le consensus, il est individuel, quoi. Il y a ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire. Puis voilà, tu te dis, tiens, j'essaie de faire un truc. Si tu vois que ça vient tout seul, tu vois, que ça vient tout seul, tu fais un peu d'effort et ça vient, tu dis, ça va. Si ça vient pas, faut pas forcer le truc, quoi. Ouais, et écoute, Rudy, le truc, c'est tu vois, en musculation, là, moi, on me dit, est-ce que il faut faire du tirage nuque pour le dos? Est-ce qu'il faut faire du développé nuque pour les épaules? Là, après toutes mes années de pratique, je dis, c'est des exercices qui tirent un peu sur les épaules, la coiffe de rotateur et tout ça. Tu peux les faire de manière légère, Voilà. mais voilà, Léger. c'est tout. Voilà, léger, ma c'est réponse, très bien. voilà, En échauffement, on les c'est fait très bien. léger. Mais Bien sûr. tu vois, parce qu'on s'y connaît un peu au muscu, on a l'expérience et tout. Mais moi, en termes de, je sais pas comment t'appelles ça, réathlétisation ou remise en route, moi, j'y connais rien en fait. Donc là, je me base sur ce que dit les kinés ou Pierre-Paul Jacques. Malheureusement, le neurologue qui a un avis différent. Et là, je suis baisé, tu vois. Est-ce que c'est l'équivalent? Imaginons que la posture du cobra, c'est le développé nuque. Est-ce qu'il faut faire du, tu vois, moi, j'en sais rien. Je pense que personne n'a la réponse parce que les blessures sont tellement multifactorielles et la douleur est parfois tellement décorrélée d'une pathologie
une pathologie stricte que tu peux vraiment identifier. En fait, personne n'a la réponse. En fait, c'est de l'empirisme et chaque kiné, avec son expérience, va avoir sa propre réponse, quoi. En fait, Oui, enfin, on est là, basé là-dessus. oui, je te parle même pas dans le traitement de la douleur, mais je te parle à Ah ouais, long terme, notre... pour avoir une bonne Bien santé sûr, du dos, bien sûr. quel est le degré de mobilité que chacun doit avoir? En plus, là, on peut élargir sur le podcast ou ma blessure. Le problème du dos, c'est le mal un peu du siècle, hein. Tout le monde a mal au dos. À un moment donné, on en avait parlé, on mettait un corset, on te filait des anti-inflammatoires, tu restais au lit, puis c'était ça la théorie. Maintenant, la théorie, enfin, le consensus en France, c'est on te dit, t'as mal au dos, faut bouger. Il faut Oui. bouger, c'est Ah, mais important, bouger. mais personne sait comment bouger, voilà. Personne sait Après, jusqu'où faut aller, voilà. on te donne quand même quelques infos sur comment bouger, Oui, mais ça varie un petit peu, mais quand même, il y a une certaine mobilité de la colonne vertébrale à avoir selon le consensus, hein. Alors, ma foi, jusqu'où il faut aller, je sais pas. Voilà, c'est le ouais, problème. mais je pense que personne n'a. Tu vois, par exemple, je sais que pour les ischios, donc moi, comme je fais des analyses morpho, là, comme je dis à la salle, mais moi, je me base beaucoup sur les trucs de kiné pour dire, voilà, là, tu as une mobilité suffisante, là, tu l'as pas. Donc, soit la souplesse passive, soit la mobilité active. Et tu vois, pour l'ischio, par exemple, tu es allongé, tu fais lever la jambe à la personne, je dis, voilà, si t'es à 80 degrés au moins, normalement, tu es dans la norme. Voilà, c'est ça la norme. Mais c'est pas dit que si tu es dans cette norme, ou que tu sois en dessous ou au-dessus, tu sois protégé parce que en fait, c'est tellement un assemblage de plein de choses différentes pour savoir si, tu vois, là, tu parlais du dos, comment sont tes hanches? Est-ce que en flexion, extension, rotation interne, rotation externe, elles sont bien? Est-ce que ta mobilité thoracique, tu vois, moi j'ai fait pas mal de tests dernièrement là-dessus. Est-ce que tu as la même rotation de chaque côté, une bonne extension, une bonne flexion de la colonne thoracique? Est-ce que ça se fait à chaque niveau ou est-ce que ça bloque à un niveau? Enfin bref, tu peux vraiment remonter loin. Et finalement, j'attends de voir avec le temps si quelqu'un ou plusieurs personnes arrivent à mettre des prérequis pour chaque articulation pour dire voilà, c'est ça que tu dois faire pour ne pas te blesser. Et encore, à mon avis, ça n'arrivera pas parce que on n'est jamais préparé à tout en fait. Tu peux pas te préparer à tout. Donc il y a il y a une grosse part de chance. Pour moi, il y a toujours ce truc-là. Tu reviens à une part de chance inévitablement. Ma foi. En tout cas, voilà où j'en Voilà. suis, Rudy. Voilà. Donc, tu vois, c'est vraiment, c'est un peu global tout ça. Donc, c'est difficile de dire c'est normal de faire ci, de faire ça. Il y a des normes. Moi, je vois dans les trucs de kiné, quand je regarde beaucoup, t'as des normes. Voilà, tu dois être capable de faire ci, ça. Mais c'est pas pour ça qu'il y a des gens qui ont tout et qui se blessent pas, en fait. Il y en a qui se blessent. Tu vois bien, on avait écouté un truc sur la clinique du coureur. Donc, moi, j'aime bien un peu ce qu'ils disent. Après, il y a des choses qui sont à débat, hein, comme dans tout. Ils disent voilà, tu cours en minimaliste ou avec un drop, donc un talon surélevé ou quoi, ça change rien pour les blessures. Ce qui compte, c'est d'y aller doucement. Voilà, ça change absolument rien. Et c'est pas moi, mon expérience me montre que si je cours sans drop ou avec un drop, bah ça change quand même quelque chose. Et pareil pour la hauteur de la semelle, l'amorti. Pareil, ils disaient les chaussures carbone, ça change rien. On voit bien que les mecs ils battent tous les records avec les chaussures carbone. Alors peut-être qu'il y a du meilleur dopage maintenant. On voit bien que les records tombent aussi. Donc ouais, faut. Et tu sais que Rudy, il y a le même bordel avec les semelles aussi. Bien Parce que tu as des sûr. kinés qui disent ah oui, les semelles c'est bien. T'en as d'autres qui disent ah oui, c'est pas bien. Donc le podologue, lui, évidemment, il va te dire que c'est bien la semelle. Donc la semelle, c'est pour compenser Bah, soit si t'as une une jambe jambe plus qui est longue que plus. l'autre, ou t'as les pieds Voilà, creux, ou t'as les pieds plats, ou t'appuies plus sur l'extérieur, ou plus exactement. sur Donc l'intérieur. c'est ça. Donc il y a deux théories. Il y a la théorie le corps s'adapte, il a eu le temps de s'adapter, tu vas tout dérégler si tu fous une semelle, machin. Ou tu as la théorie, ben quand même, ça t'évite de compenser en forçant un peu plus sur une hanche ou je sais pas quoi. Enfin bref, et en discutant avec les uns et les autres, je me suis aperçu Il il n'y a y pas avait de pas de consensus? consensus chez les Non? kinés là-dessus en fait. Donc il y en a Bien qui sûr. disent il faut, il y en a qui disent il faut pas. Donc ça, c'est vrai que ça, Oui, c'est un peu chiant. tant que t'as pas de douleur, tout va bien. Le truc, c'est après, quand t'as une douleur, tu investis, tu émets des hypothèses et tu testes les hypothèses. C'est sûr que c'est frustrant parce que tu t'aimerais que ça, avoir la solution et dire, voilà, c'est comme ça que ça marche. Mais non, en fait, enfin, je dis une connerie, t'as mal au genou, tu vas voir un podologue, il dit, ah bah, vos pieds, là, ça va pas. Regardez comment vous appuyez, tout ça. Tiens, moi, j'ai fait plein de trucs comme ça. Au fil des années, hein. J'avais vu justement un spécialiste qui avait fait clinique du coureur, qui était podologue du sport et tout, quand j'étais à Libourne, quand j'avais une tendinite au tendon d'Achille. Et le mec, il a regardé ma foulée, tout ça, c'était hyper intéressant. Il me dit, ouais, bah, vous voyez, là, ok. Il me met les semelles, il me dit, ouais, vous allez voir, ça va être beaucoup mieux, tout ça. Ça n'a absolument rien changé. Et par contre, quand je courais avec les semelles, c'est vrai que j'avais pas le même appui, tout ça, mais ça n'a rien changé pour ma tendinite d'Achille, qui est passée depuis. Mais ouais, il y a pas de consensus. À chaque fois, le corps humain est tellement complexe, tu testes des hypothèses. Voilà, ça marche pas, tu testes une autre hypothèse, une autre hypothèse, une autre hypothèse, et puis voilà, et puis en fait, comme je disais, t'as une grosse part de chance aussi là-dedans, voilà. Tu Ouais. peux pas, en fait, pour nous, qui en muscu avons compris, entre guillemets,
l'essentiel pour prendre du muscle qu'on a résumé dans des bouquins, dans la formation super physique, sur le site, sur plein de trucs, ou des trucs que je transmets en coaching. Bah voilà, on a pu faire un consensus parce qu'on a eu des milliers de personnes, et puis voilà, on a vu comment ça fonctionnait. Voilà, pour la majorité. Pour le reste, malheureusement, il y a plein de choses où il n'y a pas de consensus parce que le corps, en fait, c'est pas une science exacte. C'est pas une science exacte et il y a beaucoup de facteurs qu'on ne comprend pas, qu'on n'explique pas et voilà, malheureusement. Enfin, malheureusement. Ouais. Alors que nous, on aimerait être dans le contrôle parce qu'en muscu, on a compris que tu contrôles ça, tu fais ça, ça fonctionne. Et puis voilà, et jackpot. Les douleurs, les trucs, c'est pas ça. C'est pas ça, tout s'explique pas. C'est pour ça que de plus en plus, sur les pathologies, moi, comme je m'intéresse à l'épaule, ils mettent plus de nom. Ils disent plus syndrome acromioclaviculaire, ils disent plus t'as une tendinite d'ossi, nanana. Ils disent t'as ça, on regarde où t'as mal, on va renforcer cet angle-là, nanana. Voilà, tout. Tout à fait. Bah là, c'était un peu l'approche. Ouais, c'est un peu l'approche de mon nouveau kiné. Il me dit, effectivement, là, tes douleurs, je t'écoute, hein, mais pour moi, c'est un marqueur. J'en prends éventuellement compte. Voilà, si c'est un marqueur qui est très important, qui nécessite, je sais pas moi, d'aller faire une IRM ou vraiment d'aller voir un grand spécialiste. Mais a priori, ça va pas changer le protocole que je vais te donner. Moi, je sais que ça résout normalement le problème. Bon, normalement, ça résoudra ta douleur à terme. Et c'est vrai qu'il pense plutôt, lui, systémique et remettre l'articulation dans ses fonctions, on va dire primaires, retrouver de la force dans différentes fonctions, pour qu'ensuite l'articulation puisse encaisser les contraintes que tu faisais ou voilà. Pour que ensuite, bah voilà, la douleur disparaisse d'elle-même. Sauf que la douleur, comme on l'a dit, c'est multifactoriel. Voilà. C'est pas que local, quoi. C'est pas. C'est qu'en fait, nous, on a tendance à avoir une approche analytique. En tout cas, c'est toujours comme ça qu'on nous a vendu. C'est-à-dire, on fait des tas d'examens ou des tas de tests pour savoir quel est le problème et ensuite on corrige directement le problème. Et en fait, là, l'approche, c'est plus entre guillemets. On sait pas trop d'où vient le problème. On sait pas trop d'où vient le problème, mais on va faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne bien. Et normalement, ça va résoudre le problème qu'on perd même pas de temps à analyser. C'est un peu ça l'idée. Mais bon, c'est vrai que intellectuellement, c'est pas toujours facile pour le patient de dire bon bah au final, on sait pas ce que j'ai, on a envie de mettre une étiquette sur le truc et voilà. Mais bon. C'est comme quand tu fais larguer, tu sais pas pourquoi. N'importe quoi. Et alors, je finis sur ça, je sais pas à combien de temps on en est. Au niveau des consensus, comme je l'avais dit, en post-op de dos, il y en avait qui étaient pour mettre l'espèce de corset, le corset. La ceinture. Non, c'est différent. Corset, c'est un autre truc. C'est la ceinture que t'attaches. Il y en a qui disent qu'il faut mettre ça, voilà, après le post-op et que ça fait pas de fonte abdominale. En fait, que tu gardes tes muscles abdominaux. Et puis il y en a qui disent ah non, surtout pas, faut pas la mettre sauf peut-être en voiture parce que ça va vous faire perdre votre gainage, vos muscles vont fondre et tout ça. Et même sur ce truc-là, en regardant plein de protocoles post-op que j'avais pu récupérer sur Internet, il n'y avait même pas de consensus. Bah non. Alors ça m'avait agacé. Moi, je pense qu'il faut pas le mettre. Je pense qu'il faut pas en mettre. Moi, je pense qu'il faut le mettre dans les cas un peu extrêmes. Donc, soit les premiers jours, soit si tu prends la voiture ou quelque chose où là, ça n'avance à rien, en fait, de pas le mettre et de se prendre tous des chocs dans ton dos chaque fois que ta voiture, elle tourne. Mais effectivement, le mettre toute la journée, ça semble pas terrible. Mais c'est un peu la même logique que la ceinture de force en muscu. Quand on disait, ouais, au squat, bah, tu la mets pas et comme ça, ça te renforce. Et par contre, si tu la mets, bah, après, tu seras pas fort. Mais sauf que finalement, notre expérience a montré que c'était quand même mieux de mettre la ceinture de force en muscu. Donc, moralité, je me suis dit, bon, il faut mettre quand même l'espèce de ceinture en post-op. Mais pareil, il n'y avait pas de consensus là-dessus. Faut tester, sauf que le problème, c'est quand t'as mal et que t'es dans la merde, parce que tout le monde te donne plein de conseils, mais quand t'es dans la merde et que ça t'arrive à toi, t'es là, tu dis, putain, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vois, c'est ça, c'est toujours en théorie, c'est facile. Mais après, quand t'es face au truc, moi aussi, j'écoute tous les trucs, et ils disent, ouais, tu fais ça, non, t'inquiète et tout. Ouais, d'accord, mais bon, c'est pas toi qui souffre, en fait. Et comme tu sais, et comme il y en a beaucoup, des fois, qui ont jamais eu de douleur ou ont jamais eu des trucs. Moi, j'ai toujours un peu de mal. C'est pour ça que j'aime bien vraiment voir des spécialistes, des gars qui ont eu les douleurs que j'ai ou des trucs comme ça, pour qu'ils aient une expertise, au moins une expérience sur le sujet. Mais en fait, tant que t'es pas niqué, c'est facile de dire tiens, on fait ça va bien se passer. Ouais, mais concrètement, t'es toi avec ta douleur et t'as envie de faire des trucs, quoi. Oui, et puis bon, c'est bien gentil tes tests, mais bon, si chaque test à chaque fois te prend, parce qu'il faut attendre J+2 pour avoir les conséquences éventuelles du test, t'en fais pas beaucoup dans la semaine, et en attendant, les tests foireux, ils te font perdre un temps fou, puis ta pathologie peut empirer. Donc bon, c'est un peu, mais je vois la logique. Je vois ce que tu veux dire. Ça a été résumé par la phrase,
C'est comme quand tu veux te larguer, tu sais jamais pourquoi. Mais non, faut que tu fasses des choses petit à petit, mais sans que ça te fasse trop mal et progressivement. Voilà, c'est l'espèce de bon sens. Ok. Alors, sinon, je voulais parler d'un complément alimentaire. On n'en a jamais parlé parce qu'on fait plus du tout la pub de nos produits. Moi, j'en ai parlé dans Leadercast, si jamais. Bon, alors, je suis là, quoi. Je vais aller très vite. En fait, donc on a un complément alimentaire qui s'appelle Super Articulation sur la boutique, voilà, où il y a de la glucosamine dedans, et il y a une espèce de consensus qui était de dire si vous prenez du glycogène, j'ai un trou de mémoire, c'est glycogène. De la N-acétylglucosamine. Non, ça c'est la glucosamine, mais l'autre complément. La chondroïtine. Non. J'ai un trou de mémoire. Le MSM. Non. Ce que tu mets dans ton shaker, parce que sinon c'est imbuvable, c'est un goût de poisson. Le collagène. Collagène, voilà, glycogène. J'étais devenu fou, moi. Ouais, voilà. Donc, si tu prends de la glucosamine et puis du collagène, on va dire, normalement, c'est un peu le best pour les articulations. Mais, j'en avais tellement marre de mes galères et puis je me suis dit, allez, s'il pouvait y avoir un complément ou même les trucs qui mangent pas de pain, on les mettait dedans et si ça pouvait aider à me sauver, eh ben je le prends, même s'il coûte un peu plus cher, faisons-le. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé le Super Articulation 40+. Donc, 40+, c'est pour ceux qui ont 40 ans ou plus. Ouais. C'est comme ça qu'on a fait le nom. Avant aussi, ça marche, si jamais. Ouais. Et donc, en gros, pour faire simple, on a rajouté des ingrédients en plus de la glucosamine. Il y a d'autres ingrédients. Forcément, il faut prendre plus de gélules parce qu'il n'y avait pas assez de place dans la gélule qui était 100% glucosamine. Et l'idée, c'est qu'on a fait ce complément-là qui, moralité, coûte plus cher parce qu'il faut plus de gélules et il y a plus d'ingrédients. Et les ingrédients qui sont dedans, on va dire que normalement, il y a une synergie. Il y a une synergie. Ouais, peut-être synergie. Il est bon vendeur marketing. Non. L'arpagophytum et le boswellia, c'est des antidouleurs naturels. Moi, je me souviens que l'arpagophytum, donc je prends le Super Articulation 40+. Mais l'arpagophytum, j'en ai déjà pris pas mal quand j'étais plus jeune, quand on faisait des commandes aux US, quand il n'y avait pas encore trop de compléments en France ou en Europe. Et franchement, ça marchait bien. Et là, je sens, quand j'en prends, je sais pas toi, mais moi, je sens que ça a un petit effet quand même antidouleur. Bon, moi, pour le moment, je sens pas. Mais en tout cas, voilà, on a créé un nouveau complément pour ceux qui sont prêts à payer un petit peu plus cher. Et du coup, ils ont plus d'ingrédients potentiellement bien pour la santé des articulations et tout ça. Mais bon, bien sûr, mais à chaque fois les ingrédients, les ingrédients qu'on a mis dedans, donc moi c'est des trucs qui m'intéressent, ont des mécanismes d'action un peu différents, que ce soit sur la synovique, soit sur l'acide hyaluronique, donc la lubrification des articulations, comme je disais, les antidouleurs naturelles. Donc non, c'est un truc vraiment des ingrédients qui agissent en synergie et c'est plus efficace, mais le problème c'est que c'est plus cher, quoi. C'est que c'est plus cher. Et je sais pas quelle quantité tu prends, mais moi je double toujours les doses. Donc, Il double tout. La logique du toujours plus. Allez, à la place de faire 4 séries de pecs, j'en fais 8 et il fait pareil. On sait jamais, un peu plus de pecs me fera pas de mal. C'est ça, la logique du toujours plus. Je double, évidemment. J'hésite même à tripler, mais à tripler, ça va me revenir cher quand même. Ça commence à douiller, mais en tout cas, non, mais donc, tu vois, tu dis, tu sens rien, mais j'ai eu, moi j'en ai beaucoup parlé, donc sur Leadercast. Et rien qu'aujourd'hui, il y a Thibaut, donc qui doit nous écouter, qui on passe le bonjour, qui m'a écrit justement pour me faire un retour. Lui et sa copine en prennent du Super Articulation 40+, et il me dit justement que lui aussi, il sent un petit effet sur ses douleurs, quoi. Il sent que il a moins de douleurs grâce à ça, et c'est vrai que pour moi, l'arpagophytum, c'est quelque chose qui marche vraiment bien, quoi. Moi, j'ai même pas un effet placebo que j'aimerais pourtant bien avoir. Ouais, mais toi, tu crois en rien. Tu veux pas croire au consensus, de toute façon. Non, ou alors c'est peut-être que moi les problèmes que j'ai là, ils sont essentiellement musculo-tendineux. Non, ils sont dans la tête. Ils sont dans la tête. Musculo-tendineux et pas tant, peut-être pas tant que ça articulaire peut-être. C'est psychologique. Ouais, à la fin, ils vont dire c'est psychologique. Ouais. Ah oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé de ce truc-là. C'est vrai qu'il y a la patate chaude où là vraiment on en a marre de toi et c'est même plus le kiné, on t'envoie chez le psy pour dire allez voir le psy, c'est psychologique. Allez, internement, c'est réglé. Attends, alors si on a une minute, j'ai encore une blague. Allez, vas-y. Donc ma femme, elle avait chopé des douleurs de genoux à la salsa, donc elle va voir notre médecin traitant bien aimé. Donc il lui fait un petit test de 1 minute, et dit c'est peut-être le ménisque qui est déplacé. Bon. Ça existe pas. Non, fissuré. Ouais, non, il dit déplacé. Là, quand notre pote kiné, il a déjà entendu ça, ses yeux ont sauté au plafond. Mais bref. Et du coup. Et il lui dit on va faire une IRM pour vérifier. Donc là, j'étais très étonné. Il y a des médecins qui ne vont jamais faire d'IRM, et puis celui-là, il fait faire une IRM pour le genou après l'avoir vu 1 minute. Et alors c'est une gonzesse. Elle a été en mini-jupe. C'est pour ça.
Je reconnais que ma femme est séduisante, mais quand même. Et donc, IRM direct, et il se trouve que coup de pause sur une annulation, elle a une IRM en 4 jours, là où votre serviteur, il se galère pendant 6 semaines. Mais bon, il est pas séduisant. Il est pas séduisant. Bref, elle a son IRM en 4 jours. Finalement, l'IRM, ils ont montré une Chondropathie. Ah, j'aime bien. T'es sûr que c'est ce mot-là? Je suis pas sûr que ce soit ce mot-là. Ah, c'est pas une chondropathie? Bah, ils ont dit quoi alors? C'était quoi que tu fais? Si, enfin, ils ont montré une légère chondropathie, si c'est ça, mais je suis pas sûr. Hein. Je crois que le terme est un peu différent. C'est quoi? Ça commence par chondro, mais je sais pas si c'est fini comme ça. Bref, peu importe. Le truc que, en gros, dès lors que tu dépasses 40 ans, tout le monde l'a. Et moralité, l'IRM n'expliquait pas sa douleur. Et alors du coup, elle retourne chez le médecin traitant, exactement comme j'ai expliqué. Hein. Après l'IRM, faut aller chez le médecin traitant pour qu'il explique et puis qu'il reprenne ses 25 balles. Et là, en fait, il y avait rien, donc je savais pas trop quoi dire. Alors, il l'a envoyé chez qui? Il l'a envoyé chez qui? Oui, alors évidemment, il l'a envoyé chez le kiné. Il y avait les séances de kiné, bien sûr. Mais il a dit, là c'était fort, il a dit ça doit être une poussée. Enfin, il n'a pas dit ça doit être. Il a dit c'est une poussée inflammatoire d'arthrose. Et ça va partir tout seul. Je vous file des antidouleurs. Mais donc là, il savait pas quoi dire. Il a une baguette magique. Il a une boule de cristal, le type. C'était une poussée d'arthrose, alors que ma femme, bon, elle a 47 ans, elle a jamais eu vraiment de. Bon, bref. Et donc après. Et donc comment s'appelle ce médecin qu'on n'y aille pas? Non, mais là, je critique pas parce que celui d'avant était encore pire. Donc celui-là, je le garde. Et donc elle est allée chez le kiné. Donc le kiné qui est notre ami maintenant. Et puis bah il a fait quelques tests. Puis il a dit bah écoute, ton genou il a rien du tout. La prochaine fois que tu fais de la salsa. Et donc là, il a la technique habituelle, vas-y progressivement. Ça, c'est le bon sens du kiné. Vas-y progressivement. Donc, c'est exactement ce qu'il lui a dit. Fais une demi-heure, après, tu fais 1 heure la fois d'après, puis tu regardes si la douleur revient. C'est exactement ce qu'elle a fait, non? Bah, c'est ce qu'elle a fait, puis au final, pour le moment, c'est pas revenu. Mais ce qu'on comprend, en fait, c'est que quand elle fait trop de salsa, comme il y a beaucoup de torsion, enfin, je sais pas de torsion, il y a quand même des mouvements de genoux où le genou part dans tous les sens. Des rotations, un peu de rotation. Voilà, bah, si elle en fait trop, en fait, ça lui file des douleurs au genou. Alors après, exactement comme on a dit, pourquoi, de qui, de quoi, en fait, ça n'a pas vraiment elle a qu'à travailler ses rotations tibiales. Voilà, c'est ça. Alors, soit elle se lance dans un grand programme où elle va travailler tous les muscles du genou, soit bah il faut qu'elle sache que voilà, dans la semaine, faut pas qu'elle abuse trop de la salsa parce que sinon ça va lui générer des douleurs au genou. Mais voilà, c'était assez drôle. Effectivement, c'était un bon exemple de patate chaude où tu as d'abord les antidouleurs, ensuite l'IRM, ensuite antidouleur plus kiné et l'explication vaseuse qui était une poussée d'arthrose. Enfin, franchement, c'est dommage que je ne mette plus de titre pour les podcasts, je mets juste le numéro parce que j'aurais mis bienvenue chez Docteur Patate. J'aurais mis un truc comme ça en titre. C'est gros, quoi. Non, mais franchement, c'est un sketch. Là, j'en rigole parce que je suis avec toi, Rudy, mais quand t'es dedans, t'en rigoles pas, en fait. Mais je sais, là, je suis sorti de chez le neurologue, j'étais dans la bagnole, tel type, il te dit, faut arrêter de te faire du dos. Ça fait 4 mois que tu fais du dos. Tu te dis, putain, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je dois faire, quoi? Franchement, prends tous les calculs antidouleurs possibles et entraîne-toi à fond, quoi. Mais attends, tu sais que ça marche même pas quand c'est des douleurs du nerf sciatique, ça marche pas. Hein. Ah, merde. Ah oui, les douleurs nerveuses, merde. Les douleurs nerveuses, ça marche pas. Mais bon, il est même pas clair que j'ai vraiment une douleur nerveuse en plus. Anyway. Bon, et sur ce, Fabrice, il est déjà bien tard. Donc moi, mon heure de sommeil est passée là. N'importe quoi. Donc demain, mais si, moi normalement à ce là je suis déjà au lit. C'est pas une blague. Mais donc sur ce, on se retrouve dans 2 semaines pour des nouvelles de tes aventures. Et la semaine prochaine, donc ce sera avec June pour qu'elle nous partage ses nouvelles aventures aussi. Et puis on se retrouve de toute façon bientôt. Mais mon rêve est de ne plus avoir d'aventures à partager. Et de partir loin. Si vous n'avez plus de nouvelles, bonne nouvelle. Tout le monde, je vous souhaite de ne pas avoir de problème. N'ayez pas de problème. N'en ayez pas. Allez, salut. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.